Start the recording. Okay, good morning to all of you, and very happy to be with you this morning again. We are going to start our session, and as we always do, our session has five items. So the first item is for the boost and our mindset. The second one is about project management. The third one is our English lesson, and the fourth one is investment on our health. And at the end, if you have something to share, if you want to have some questions, we will spend some time sharing during that time. So that's the plan for each meeting on Saturday. So we will jump into the first element of this morning, which is our learning for this week, which is can someone remind me what we are learning this week? Donc, notre boost de cette semaine, le boost de cette semaine, c'est l'apprentissage continu. J'espère que chacun de nous a eu le temps de pouvoir étudier ce petit livret que j'ai envoyé, qui nous parle en fait de l'apprentissage continu. Je vais zoomer un peu pour vous permettre de bien voir. Donc, l'apprentissage continu. OK? Donc, chaque grandit chaque jour pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est ça l'objectif de l'apprentissage continu. Et nous sommes dans un monde où les choses changent. Il y a de nouveaux métiers qui se mettent en œuvre. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent tous les jours. Il y a de nouveaux défis auxquels nous faisons face chaque jour. Donc, nous devons être dans une logique d'apprentissage continu. Donc, si nous arrêtons d'apprendre, nous allons être dépassés par la situation. Celui qui refuse d'apprendre risque d'être dépassé. L'apprentissage crée des opportunités. Plus nous apprenons, plus nous devenons compétents, utiles et capables de créer de la valeur. L'apprentissage aussi augmente notre confiance. La compétence renforce notre capacité à prendre des risques, à initier des initiatives, à initier des projets. Et comme nous le savons, il y a différents types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage formel que l'on a dans les universités, dans les écoles, dans les formations certifiantes. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage informel qui se fait au travers des livres, au travers des podcasts que nous pouvons suivre sur YouTube, par exemple, ou d'autres formes de vidéos. Il y a des conférences auxquelles nous pouvons prendre part. Donc ça, c'est l'apprentissage informel. Maintenant, il y a l'apprentissage qu'on dit expérientiel, donc qui se fait par de l'expérience. Donc, on apprend en faisant. Nous utilisons ça beaucoup dans les projets, dans les entreprises, dans des situations même dans lesquelles nous nous retrouvons. Parfois, cela nous donne de pouvoir apprendre par l'expérience. Et il y a enfin l'apprentissage relationnel. Par exemple, dans le mentorat, dans le coaching, comme ce que nous sommes en train de faire dans cette plateforme, c'est l'apprentissage par la relation, par le relationnel. Donc, ça peut être des échanges professionnels qui permettent de pouvoir apprendre. Mais nous avons noté qu'il y a des obstacles à l'apprentissage. Les uns et les autres évoquent souvent le manque de temps comme étant un obstacle, ce qui les empêche de pouvoir apprendre. Mais nous disons que normalement, nous devons être au contrôle de notre temps. C'est notre capacité à contrôler notre temps qui nous donne cette capacité de pouvoir apprendre en avançant. Mais il y a aussi comme obstacle, c'est la peur de l'échec. On a peur de se tromper, on a peur d'être jugé, on a peur de paraître ignorant. Chaque erreur, c'est une opportunité d'apprentissage, en fait, les amis. Nous devons savoir que
lorsque nous avons le bon mindset, toute erreur auquel nous confrontons, c'est des opportunités pour nous de pouvoir apprendre. Le troisième obstacle, c'est la zone de confort. Donc, lorsque nous ne sommes pas prêts de sortir de notre zone de confort, nous arrêtons d'apprendre. Mais aussi, l'autre obstacle, c'est l'illusion du savoir. Le plus grand danger est souvent de croire que l'on sait tout. Hmm. Quand quelqu'un donne l'impression, souvent dans nos pays, il y a des gens qui ont, surtout avec des titres de professeur, de docteur, de chef de ceci, chef de projet, chief of party, ceci. Donc tout ça, parfois, les gens peuvent s'enorgueillir, avoir cette illusion de savoir et ça les empêche de pouvoir apprendre. Nous devons savoir que les personnes qui apprennent de manière continue ont des habitudes. Et l'une de ces habitudes, c'est de lire régulièrement, se disposer du temps chaque jour pour pouvoir lire. Deuxième élément qui nous permet de pouvoir être des grands apprenants, c'est avoir cette habitude de poser les questions, mais aussi prendre des notes. Donc, il y a des personnes qui vont assister à des rencontres comme ce que nous avons ce matin, ou d'autres rencontres. Peut-être vous êtes dans une conférence ou dans un atelier ou dans une réunion même de bureau, vous ne prenez pas de notes, vous n'avez rien pour prendre de notes. Ça ne peut pas permettre de pouvoir apprendre. Et la prise de notes n'est pas juste une formalité. Vous devez aussi avoir, comme on a vu la dernière fois, revenir lors de votre évaluation, de votre la planification et évaluation, revenir sur vos notes pour justement asseoir ces connaissances que vous avez notées. Et l'autre élément aussi qui permet d'être un grand apprenant, c'est d'appliquer rapidement ce que l'on a appris. Et aussi, l'autre dernier élément, c'est enseigner aux autres ce que nous avons appris. Donc, lorsque on a appris quelque chose, on l'enseigne, lorsqu'on le présente aussi aux autres, cela permet que les connaissances se mettent en place. Et il est important de pouvoir établir un plan d'apprentissage, un peu comme pour ce programme. Si vous n'avez pas un plan pour pouvoir apprendre l'anglais, pour pouvoir apprendre la dactylographie, pour pouvoir apprendre la gestion de projet, il est presque impossible que vous arriviez à pouvoir véritablement avancer. Vous devez avoir un plan d'apprentissage, identifier les besoins, hein, qu'est-ce que je veux apprendre, quelle est la compétence que je veux acquérir, hein, quels sont les objectifs que je me donne, quelles sont les ressources qui sont disponibles. Bon, chaque semaine, on rend disponible un certain nombre d'éléments sur la plateforme et il y a aussi des éléments en ligne. Bref, nous devons pouvoir savoir où nous avons des ressources pour pouvoir apprendre, mais aussi planifier. Planifier le mois, planifier la semaine, planifier le jour. Hmm. Je crois que nous en avons déjà parlé. Donc, il y a dans le cadre de différents cadres, il y a différents cadres où nous pouvons apprendre et il y a un cycle d'amélioration continue. Le premier élément, c'est toujours observer. Que fais-je actuellement? Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Faire comme un bilan. Quelle est ma situation actuelle? Réfléchir, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ensuite, apprendre et ensuite appliquer, évaluer et recommencer. C'est ça le cycle. Donc voilà un peu hein, des éléments que j'ai partagés avec vous. Hein, vous avez eu le document qui présente bien cet élément sur l'apprentissage continu. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, en tout cas, pas de questions de mon côté, j'étais. Juste peut-être que ces notions sont importantes, hein, et c'est parfaitement en lien avec ce dont nous avons parlé la dernière fois. Euh, et je crois que cette planification que vous évoquez, c'est quand même un élément interpellant parce qu'effectivement, sans cette planification, quand on ne sait pas où on veut aller, on a du mal
à atteindre les objectifs. Ouais. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément important et qui permet peut-être qui peut permettre de contourner les obstacles que vous avez évoqués. Parce que ça aussi, c'est vraiment un grand défi dans l'apprentissage et même dans cette démarche dans laquelle on est. C'est des éléments auxquels des fois on fait face, le manque de temps, tout ça, surtout ça. Mais quand on en fait une bonne planification, je crois qu'il est possible de contourner cet obstacle-là. OK. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut contribuer avant que l'on ne passe à l'élément, le deuxième élément qui est la gestion de projet? Ok, c'est Blanchard. Ça. Je voulais juste intervenir pour. J'avais apprécié ces documents quand je l'avais lu, ce programme, et surtout les obstacles en apprentissage. Donc, les raisons qu'on avance, on a vraiment bien expliqué. J'étais d'ailleurs avec Jérès, qui est en mission. Je lui avais dit, on devait apprendre. Il m'avait dit qu'il n'a pas de temps. Je lui ai dit qu'en principe, ce n'est pas la priorité apparemment pour toi. Il a dit non, c'est la priorité, mais le travail qu'il a, ça, il y a des fois, ça lui prend beaucoup de temps pour apprendre. Mhm. Mais je voulais dire aussi, c'est pour dire que le manque de temps, en réalité, je n'ai pas encore fait de l'apprentissage une priorité. On peut faire une priorité. Je vais prendre l'exemple de mon cas. C'est pour moi, c'est vraiment une priorité. Mais cette semaine, j'étais vraiment trop occupé. Il y avait tellement un agenda surchargé. Il y avait des réunions qui s'est terminées à 19 heures. Avec la fatigue, on ne pouvait plus prendre le temps d'apprendre. On pouvait faire même j'ai essayé même de faire les time blocking pour chercher un temps pour que je puisse apprendre même l'anglais la nuit avant de me coucher. L'audio continuait à fonctionner, mais moi, j'ai dormi déjà, donc je me réveille. J'avais laissé. Donc, c'est un peu difficile, surtout quand on a des responsabilités pour apprendre, mais il faut vraiment avoir de la volonté. Mais Ouais. voilà, c'est un bon document que j'ai apprécié en le lisant. J'espère que nous allons nous en sortir. Merci Blanchard. Je pense une des clés hein, que j'ai appris avec cette notion d'apprentissage continu, c'est que il ne faut pas trop s'appesantir sur la durée. Donc, les jours comme ceux où vous êtes trop occupé, rassurez-vous que même si c'est pour 5 minutes, même si c'est pour 10 minutes, même si c'est pour 15 minutes, que vous ayez fait quelque chose où vous avez le sentiment que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ça peut être juste un audio que vous écoutez, un peu même comme tu as mis en dormant. C'est déjà quelque chose. Tu t'es dit, moi, je dois apprendre, donc je vais mettre l'audio d'anglais, ça va passer pendant que je me repose un peu. Ça, c'est bien parce que c'est un peu comme si tu te dis, je dois apprendre quelque chose et tu fais quelque chose par rapport à cela. Il y a également quelque chose que on dit, tous les apprenants continuent, il y a toujours des jours qui sont compliqués. Mais on dit que tu peux sauter un jour, mais tu ne dois jamais sauter 2 jours. Il faut jamais sauter 2 jours. Si tu te dis, par exemple, que je prends l'exemple de l'exercice, parce que c'est vrai qu'on va parler de ça plus tard. Le mouvement, le fait de bouger, le fait de bouger régulièrement, de faire des mouvements de manière intentionnelle. On dit tu peux sauter un jour, mais si tu sautes 2 jours sans pouvoir te dire je dois aller marcher, par exemple, de manière intentionnelle pendant 15 ou 20 ou 30 minutes, ça, tu es déjà en train de prendre la barre descendante. Mais si tu sautes un jour, le lendemain, tu dis non, aujourd'hui, je dois le faire. Et tu te mets dans une position qui te permet de le faire. Cela te donne cette capacité de pouvoir progresser. Mais si tu sautes plusieurs jours, ça ne va pas beaucoup t'aider. Donc, il faut toujours. Et l'autre élément aussi que nous avons vu et que tu as relevé, Benjamin, c'est la planification. Quand tu te lèves le matin, avant de commencer plein de choses, oui, il y a plein de choses qu'on a à faire, même aller faire des réunions, avant de commencer, si tu prends 5 minutes ou 10 minutes pour dire, OK, aujourd'hui,
j'ai 1, 2, 3, 4, 5 choses à faire. Mais quand je fais cela, qu'est-ce que je peux insérer dans le programme d'aujourd'hui qui me permet de pouvoir apprendre, qui me permet de pouvoir prendre soin de moi-même, qui me permet de pouvoir investir dans ma personne. Donc, si tu te poses ces questions, par exemple, le matin, il y a de fortes chances que, même si la journée est bousculée, que tu réussisses quand même de trouver le temps de pouvoir insérer quelque chose. Mais si tu ne te poses pas cette question, tu ne pourras pas le faire. Donc, c'est un peu ces éléments-là que je voulais relever pour nous permettre de bien asseoir ces choses. Nous allons passer donc au second élément. Et je voulais, donc c'est la gestion de projet. Je ne sais pas si nous avons eu à suivre les, toute la vidéo, les vidéos de cette première partie sur les notions fondamentales. Donc, j'ai fait cette plaquette qui résume, je vais partager ça avec vous par la suite, cette plaquette qui résume en fait les vidéos de cette première partie sur les notions fondamentales. Donc, ces éléments nous parlent d'un certain nombre de processus, hein, dans la gestion de projet. Il y en a 5. Un groupe de processus, le démarrage ou initiation du projet, la planification du projet, l'exécution, la surveillance et la maîtrise et la clôture du projet. Donc, c'est ça les 5 groupes de processus. Et pour pouvoir mettre en œuvre ces 5 groupes de processus, il y a un certain nombre de connaissances ou de domaines de connaissances qui existent et il y en a 10. On a l'intégration, on a le périmètre, on a les échéanciers, on a les coûts, on a la qualité, les ressources, la communication, les risques, l'approvisionnement et puis les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est le 10e. Ensuite, donc, au travers de ces 10 domaines de connaissances, nous avons donc 49 actions clés que nous devons mener pour pouvoir réussir notre projet. Donc, au niveau du démarrage, pour nous assurer de l'intégration, on élabore la charte du projet. Et ensuite, pendant l'initiation, en plus de la charte du projet, nous identifions les parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes que nous allons impliquer dans le projet? Donc, il y a l'élaboration de la charte et puis l'identification des parties prenantes. Ensuite, maintenant, nous entrons dans la deuxième phase qui est la phase de planification de notre projet. Et pour pouvoir intégrer les éléments, nous élaborons ce qu'on appelle le plan de gestion du projet ou le plan de management du projet. Et pour regarder le périmètre de notre projet, nous faisons ce qu'on appelle la planification de la gestion du périmètre. On recueille les exigences de notre projet qui peuvent être déjà dans un document ou bien qui peuvent être données par quelqu'un que nous avons en face, dépendant du type de projet que nous sommes en train de mettre en œuvre. On définit le périmètre, on crée ce qu'on appelle la structure de découpage du projet, que l'on appelle aussi en anglais Work Breakdown Structure. Et maintenant, on descend dans les échéanciers où on planifie la gestion de l'échéancier ou de la durée du projet. Et dans la durée donc du projet, on définit les activités et on fait ce qu'on appelle, on regarde la séquence des activités. Par exemple, quand on parle de séquencer les activités, il y a des activités qui vont se faire au même moment, des activités qui vont se faire après. Donc, on doit savoir, par exemple, je vais prendre un exemple, on sait que on peut, par exemple, si c'est un projet d'accompagnement des communautés à la mise en œuvre des forêts communautaires, je prends juste l'exemple là, on peut savoir que, par exemple, pendant que nous sommes en train d'accompagner la communauté à faire les cartes participatives, en même temps, on peut collecter les données socio-économiques, n'est-ce pas? On peut déjà commencer la collecte des données socio-économiques. Donc, cette activité, on va les séquencer, hein, de manière à ce que ça se fait au même moment. Mais la durée, en termes de durée, ça va être dans des durées différentes. Donc, il faut bien
estimer donc la durée de ces activités-là et à la fin, donc, on élabore l'échéancier du projet. Pour ce qui est des coûts, on planifie la gestion des coûts, on estime les coûts liés à chaque activité et enfin, on détermine le budget. Ensuite, on regarde, il y a la qualité. Dans la qualité, on va planifier quel est le niveau de qualité que l'on va atteindre et puis plus tard dans l'exécution, on va gérer ces niveaux de qualité-là. Il faut voir un peu les ressources, les différents types de ressources. On a plusieurs types de ressources. Est-ce que vous pouvez me rappeler quels sont les différents types de ressources que l'on a besoin dans un projet? Quels sont les types de ressources que nous avons besoin dans un projet? Jeter. Oui, vas-y. Moi, je dirais, on a d'abord, on a des ressources humaines, Mhm, des ressources financières. mhm, On peut avoir aussi des outils, des fournitures, des équipements, des matériels. mhm. Voilà. OK. Donc, ça, c'est les ressources matérielles, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. OK. Donc, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Mhm. OK. Donc, on doit pouvoir identifier ces ressources-là, les planifier, estimer. Hein. Est-ce que, en termes de ressources humaines, on aura besoin de qui? Quels sont les postes? Est-ce qu'on a besoin, on aura besoin des ressources humaines? Il y a des projets où vous avez, par exemple, des ressources humaines, on va dire permanents, et il y aura des ressources humaines temporaires. Si, par exemple, vous êtes en train de créer un champ, vous avez peut-être un chef le responsable de l'exploitation, vous avez peut-être un ou deux techniciens qui travaillent sur l'exploitation et peut-être deux ou trois ouvriers, mais il y aura des périodes où vous aurez besoin de beaucoup de temporaires qui vont venir travailler dans le champ et ensuite, dès ils sont payés à la tâche, et après, ils continuent. Mais quand ils partent, il y a des activités qui sont menées par le chef, le responsable de l'exploitation, et puis les quelques techniciens ou quelques ouvriers qui sont là sur votre parcelle, qui travaillent dans votre champ. Donc, toutes ces ressources doivent être évaluées, estimées et planifiées. Ensuite, vous devez regarder la communication. Il faut planifier votre communication. Comment est-ce que, euh, quels sont les outils qu'on va utiliser pour se communiquer? Quelle est la fréquence des réunions? Quelles sont la fréquence quels sont par exemple, quels sont les templates? Quels sont les éléments qu'on va utiliser pour communiquer entre nous, par exemple, pour nous donner les rapports, que ce soit entre le bailleur et ceux qui mettent en œuvre ou entre ceux qui mettent en œuvre et ceux qui exécutent. Tout ça, tous ces canaux de communication, il faut les définir et indiquer tous les outils qui vont être utilisés. Pour le risque, on planifie et la gestion des risques en les identifiant, en effectuant l'analyse des risques, que ce soit l'analyse qualitative ou l'analyse quantitative, et on planifie des réponses au risque. Si le risque arrive, donc on fait ce qu'on appelle le plan de contingence. Si le risque arrive, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir faire face au risque? Et pour les parties prenantes, il faut planifier l'engagement des parties prenantes, ainsi de suite. Donc, pendant l'exécution, donc, vous voyez que la phase de planification, c'est vraiment là où vous avez beaucoup d'actions. Donc, quand vous regardez un peu le tableau, sur les 49 actions que vous avez à mener dans la gestion d'un projet, vous avez 24 actions qui sont dans la phase de planification. Donc, vous voyez combien la planification est importante. Parfois, les gens pensent que le temps de planification, c'est un temps perdu. Non, c'est vraiment la clé. Si vous bâclez le temps de planification, l'exécution va en souffrir. Vous voyez que la planification a 24 actions, alors que l'exécution n'a que 10 actions. Et quand vous regardez même dans ces actions, on dit par exemple que maintenant, vous êtes juste en train de gérer. Vous gérez, vous gérez, vous dirigez. Vous gérez, vous dirigez. Vous gérez, vous dirigez tout ce que vous aviez planifié déjà.
Donc la planification, c'est vraiment le cœur de la gestion des projets. Et aussi, quand vous avez bien planifié, cela vous permet d'avoir donc un certain nombre d'outils aussi pour la surveillance et la maîtrise. Donc, pendant la phase d'intégration, on a dû surveiller et maîtriser le travail du projet, mettre en œuvre la maîtrise et intégrer des changements. Euh, vous devez vous assurer que vous avez un certain nombre d'outils mis en place pour maîtriser les coûts, pour maîtriser la qualité, pour maîtriser les ressources, pour surveiller la communication, vous assurer que toutes les parties prenantes ont les informations dont ils ont besoin au temps convenu. Hmm. Surveiller des risques, ainsi de suite. Et maintenant, lorsque tout cela est fait, vous procédez à la clôture du projet lorsque les activités sont réalisés. Donc voilà un peu les éléments qui entrent donc les 5 groupes de processus, les 10 domaines de connaissances et les 49 actions clés pour la réussite, hein, du projet. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau? Est-ce que vous avez eu des choses que vous n'avez pas eu à comprendre en suivant les vidéos que nous avions pour cette semaine? Oh, ok, très bien. Moi, j'ai bien suivi et je vois que la maquette que vous avez réalisée nous permet de bien comprendre la vidéo que nous avons suivie, que moi j'avais suivie pendant la semaine. Euh, oui, j'ai compris que la planification, c'est l'une des étapes la plus importante qui facilite même l'exécution d'un projet. Donc, si le projet n'est pas bien planifié, on risque d'exécuter des activités qui ne seront, on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. Donc, il faudrait bien planifier. J'ai vraiment vu qu'il faut prendre du temps dans la planification avant de mettre le projet en exécution. Donc, étudier tous les paramètres possibles, comment gérer les risques, comment recruter les personnels qui seront qualifiés pour exécuter ces travaux. Donc, moi j'ai aimé ça, la synthèse de ce que vous venez de faire. Super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Comme on l'a dit, hein, c'est vraiment la clé, la planification. Donc, quand vous planifiez bien, ça veut dire que vous avez la maîtrise de votre projet. Si vous ne planifiez pas bien, vous allez perdre la maîtrise pendant l'exécution et à la fin, vous n'allez pas pouvoir atteindre, hein, avoir l'impact qui est recherché. Allô, j'étais. Oui, bienvenue. Ouais. Merci d'abord pour cette synthèse. Comme l'a dit Kanchar, ça permet vraiment de visualiser vraiment l'ensemble des vidéos sur cette partie de cette formation. Alors, les questions que j'avais, c'est que c'est au niveau des... Désolée, j'ai les bébés. C'est au niveau des défis ou des difficultés qu'on peut prévoir. Est-ce que il faut se fier aux difficultés qu'on voit ou on peut aller au-delà en réfléchissant, par exemple, s'il y a par exemple dans un projet où on peut mener des activités sur le terrain, on peut prévoir même des cas de décès, de cas, je ne sais, vraiment au-delà de difficultés courantes qu'on peut voir pendant la planification. Oui, en fait, c'est pour ça que un bon chef de projet, c'est quelqu'un qui connaît le domaine dans lequel il est en train de planifier son projet. C'est la gestion de projet telle que présentée ici peut s'appliquer à tous les domaines. Mais si on vous demande, par exemple, vous qui travaillez dans le domaine de l'environnement, de la protection des forêts et autres, on vous dit d'utiliser ces outils pour préparer un projet ou monter un projet dans le domaine, par exemple, de la construction. Vous n'allez pas avoir le même niveau de connaissance, surtout si je prends juste le cas des défis ou des risques dont vous venez de parler. C'est votre connaissance du domaine qui vous permet de savoir que
Voilà les risques qui sont potentiels. Et aussi, il y a aussi des outils ou des activités qui sont menées pour avoir un certain nombre d'informations. C'est que vous devez impliquer les parties prenantes. En général, quelqu'un qui a une bonne connaissance de la gestion de projet peut aussi, hein, ben c'est vrai qu'il ne va pas le faire de manière parfaite, mais il peut aussi même monter des projets dans les autres domaines. Je prends l'exemple des risques. Pour que vous puissiez identifier les risques, vous ne devez pas compter juste sur votre connaissance. On a ce qu'on appelle, par exemple, les ateliers que vous faites avec les parties prenantes pour pouvoir monter le projet. Et pendant ces ateliers, vous pouvez aborder toutes ces questions. Et si vous avez, par exemple, impliqué, si je prends si je prends l'exemple des projets de développement, si vous avez mis des représentants, par exemple, des communautés, des cibles que vous êtes en train de viser, vous prenez les représentants des structures étatiques qui vont être impliquées dans le projet. Vous prenez des représentants, en fait, votre staff est là, vous avez les représentants du bailleur qui est là, bon, bref, toutes les parties prenantes, et vous les impliquez dans des différents ateliers pour pouvoir monter ce projet. Vous allez pouvoir, c'est comme ça que vous allez identifier tous ces risques. Parce que beaucoup de projets, parfois, négligent souvent, par exemple, d'impliquer les cibles. Vous avez un projet qui cible les communautés et vous montez le projet sans avoir l'opportunité d'impliquer les cibles. Ça, il y aura des éléments que vous allez perdre de vue. Et, et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ta question. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta préoccupation. OK, donc, il nous reste 10 minutes. J'étais Oui, vas-y. juste une petite question de Mhm, compréhension. Merci déjà pour tous ces éléments. mhm, Je dois avouer que je n'ai pas beaucoup avancé sur l'apprentissage lié à la gestion de projet, en tout cas les 2 dernières semaines, mhm. à cause de beaucoup de choses sur le terrain et un agenda qui, à un certain moment, devenait un peu plus ingérable pour moi. Mais les choses vont dans les bons. Et quand on parle de périmètre du projet, dois-je comprendre que on fait référence à euh, l'ère de, voilà, l'ère de, sur lesquelles sera exécuté les projets, ou il y a quand même des liens entre les deux? OK. Lorsqu'on parle de périmètre du projet, il y a plusieurs aspects dans le périmètre. OK? Donc, Hmm, lorsque vous parlez du périmètre, si je prends l'exemple d'un projet sur la foresterie communautaire, le périmètre, par exemple, peut déjà être la province où vous allez intervenir. OK? hmm, Dans la province, vous voulez travailler avec quel est, et déjà vous voyez le découpage administratif. Il y a plusieurs territoires, il y a plusieurs secteurs, et ainsi de suite. Et maintenant, dans les secteurs, si vous choisissez, vous voulez travailler par exemple dans combien de secteurs, et vous pouvez laisser ça aussi libre, mais vous pouvez déjà dire, nous voulons cibler 10 communautés. OK? Donc ça, c'est votre hmm. puis, et vous voulez aussi que pour ces 10 communautés, vous voulez atteindre une superficie, vous voulez couvrir, que les forêts communautaires que vous allez supporter couvrent, par exemple, 200 000 hectares. OK? Donc, ça, c'est le périmètre Ouais. de votre projet. Vous avez défini le Hmm, périmètre. C'est que nous voulons cibler des communautés et que ces communautés, avec les forêts communautaires que nous allons aider ces communautés à créer, on va travailler à protéger 200 000 hectares de forêt. Donc, ça, c'est un aspect de votre périmètre. OK? Ça va? Oui, ça va, j'étais. Merci beaucoup. Oui, oui. Donc, mais ça dépend, ça peut aussi varier d'un projet à un autre. OK? Donc, vous pouvez aussi, le périmètre peut aussi concerner les aspects de votre projet. Donc, vous avez par exemple des projets qui disent que nous voulons, avec ces 10 communautés, nous voulons les accompagner à obtenir leur euh, arrêté.
Donc, le périmètre là-bas aussi, c'est que on va travailler avec eux jusqu'à l'obtention de leur arrêté. D'autres vont aller au-delà de l'arrêté, vont dire on veut les accompagner pour qu'ils puissent avoir l'arrêté, mais qu'ils puissent aussi avoir leur plan simple de gestion. Ou bien il faut qu'ils puissent pouvoir gérer leur forêt pendant 2 ans après qu'ils aient eu. Donc, le périmètre, c'est vraiment quelque chose qui varie dépendant de l'élément sur lequel on est en train de se focaliser, mais il faut pouvoir définir cela. Je prends un projet, nous sommes en train de travailler sur un projet où le périmètre, c'est on veut accompagner les communautés à créer à créer des entreprises communautaires qui vont pouvoir interagir avec le marché. Et donc, nous avons défini un périmètre qui fait que nous ne ciblons que les communautés qui ont déjà leur arrêté et qui ont déjà leur plan simple de gestion. Donc, si vous êtes une communauté qui n'a pas de plan simple de gestion, qui n'a pas euh, de son arrêté, vous n'êtes pas dans notre périmètre. Vous voyez un peu. Donc, le périmètre dépend de beaucoup de facteurs et c'est sur la base donc, des objectifs, sur la base. C'est pour ça que c'est dans la phase d'initiation, quand vous avez initié votre projet en faisant la charte du projet, c'est ça qui vous donne déjà un certain nombre d'éléments qui vont vous aider à établir votre périmètre et même l'échéancier. L'échéancier, bon, je crois que vous avez, on peut dire le projet, c'est sur 1 an, c'est sur 2 ans, c'est sur 6 ans, 6 ans, c'est sur 10 ans, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments apparaissent déjà dans votre charte de projet et que ça va maintenant vous orienter pour définir le périmètre, l'échéancier, les coûts, hein, et puis ainsi de suite, quoi, et tous les éléments qui entrent là-bas dedans. OK? Ok. C'est bon? Merci. Donc, Bonjour, oui, bonjour, c'est bonjour. c'est Jérès, je viens de me connecter maintenant, je suis en mission et je cherchais quand même un village là où il y a Wi-Fi, c'est pourquoi je suis venu en retard, désolé. Pas de souci, je reste. Merci d'avoir fait cet effort. Donc, nous sommes actuellement sur la gestion de projet et on avait déjà vu le boost de la semaine qui était focalisé sur l'apprentissage continu. Donc, la vidéo, on va pouvoir partager ça après et vous aurez l'occasion de suivre les éléments qui sont passés avant. Donc, s'il n'y a plus de questions par rapport à la gestion de projet, je vais proposer que nous puissions arrêter la vidéo maintenant et relancer l'appel sur Zoom pour nous permettre d'enregistrer aussi la deuxième partie de notre réunion. OK? D'accord, Pardon, je te vous dites? Donc, je propose qu'on puisse arrêter l'enregistrement maintenant pour que nous puissions relancer encore, et puis on va se déconnecter, relancer encore l'appel pour que nous puissions enregistrer, parce que ça nous donne 40 minutes.